Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la programmation estivale de Basilic. Comme tous les ans, je me suis associée à différents podcasteurs et podcasteuses afin de vous faire découvrir de nouveaux contenus. J'ai également sélectionné quelques épisodes de Basilic afin que vous puissiez les redécouvrir. Cette semaine, je vous invite à écouter le podcast Into the Job. Si, comme moi, vous êtes d'un tempérament curieux, alors ce podcast devrait vous plaire. Depuis 2019, Laura donne la parole à ceux et celles qui ont des métiers à clichés, des métiers atypiques, des métiers du 21e siècle, des métiers qui font rêver. J'ai sélectionné l'entretien de Laura avec Leslie, qui est paysagiste d'espace urbain. Ce métier, parfois méconnu, est pourtant passionnant et transverse. Les paysagistes doivent répondre à des problématiques aussi bien climatiques que sociétales ou encore architecturales. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a plu. Je vous souhaite une très belle découverte et surtout un merveilleux été. Il y a des métiers qui laissent des traces. Ils ont un pouvoir, celui de montrer qu'ils ont bien travaillé et de s'afficher aux autres. Dans le meilleur des cas, cela dure et vieillit bien dans le temps et on en profite tous. Parmi ces métiers, on peut penser à ceux de l'aménagement, de l'architecture, de la construction. Les femmes et les hommes qui exercent ces métiers laissent leurs traces sur les espaces qui nous entourent et qui nous habitent, chacun à leur façon. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un de ces métiers, celui de paysagiste. Bienvenue dans le podcast Into the Job, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et qui dit nouvel épisode, dit nouveau métier. Et comme toujours, je vous propose de mieux comprendre sa réalité. Paysagiste, c'est vraiment un métier du quotidien. Je m'explique. Partout autour de nous, il y a des espaces verts à imaginer, à façonner, à réparer et à mettre en valeur. Que ce soit un jardin public au coin de notre rue, un espace arboré à l'avant d'un hôtel, ou encore un terrain à l'abandon derrière la maison que l'on vient d'acheter. Aujourd'hui, on connaît l'importance de bien penser ces espaces verts dans les zones urbaines où l'on a eu tendance à beaucoup bétonner au XXe siècle. Parfois, on s'y perd car on pense devoir végétaliser partout. Et finalement, on se rend compte que l'on finit par aller contre la nature à faire pousser une espèce là où elle ne trouvera pas les bonnes conditions pour s'épanouir. En même temps, n'est pas pro celui qui veut. Le métier de paysagiste me fascine, car en plus d'être un métier du quotidien, c'est un métier qui croise tellement de problématiques. Environnementales, bien sûr, mais aussi sociétales, architecturales, technologiques et profondément humaines. Le métier laisse une trace, mais il ne doit pas détrôner celle de la nature. En France, on compte quasi 30 000 entreprises dédiées au secteur du paysage, qui vont de la création jusqu'à l'entretien, et un peu moins de 100 000 professionnels au total. Ça commence à représenter du monde, et il en faut bien pour s'occuper de tous les espaces verts qui nous entourent. Après avoir découvert le métier de gestionnaire forestier dans l'épisode 22, et celui d'architecte dans l'épisode 28, je vous propose d'écouter Leslie qui nous parle de son quotidien de paysagiste. Elle m'a accueillie chez elle, sur sa terrasse aménagée, qui plantait bien le décor. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Leslie. Bonjour Laura. Merci de m'accueillir chez toi. C'est la bienvenue. Merci. Donc on est chez toi à Romainville, près de Paris. On est sur ta terrasse et c'est un super cadre. J'ai une magnifique vue. Et aujourd'hui, on va parler de ton métier. Et ma première question pour toi, qui est, je pense, assez simple, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton métier, nous dire en quoi ça consiste d'être paysagiste ? Alors, il y a plein de paysagistes différents. C'est la conception des espaces extérieurs. Ça peut aller d'un très grand espace à l'échelle d'une région ou de très, très grands espaces à des espaces plus réduits et aller jusqu'au jardin. Moi, je me suis spécialisée sur les jardins urbains. Je travaille sur des échelles réduites de projets. Je travaille pour des professionnels, ça peut être des sièges d'entreprise, des hôtels, des restaurants, mais la plupart du temps c'est pour des particuliers. Et donc je rentre vraiment dans l'histoire des gens pour qui je conçois le jardin. Et voilà, et je suis plutôt sur des espaces réduits. Espace réduit, ça va de combien de mètres carrés à combien de mètres carrés environ pour qu'on se rende compte ? Une cinquantaine de mètres carrés à 10 fois plus, je dirais à peu près.
Voilà. Ok. Et ça fait combien de temps que tu fais ça ? Alors, j'étais scénographe en fait, de formation. Et il y a 11 ans, j'ai suivi la formation de l'école du paysage de Versailles. Et donc du coup au bout d'1 an je suis rentrée pour travailler dans une agence. J'ai travaillé pendant 3 ans dans cette agence. Après je me suis mise à mon compte comme indépendante. Au début j'ai travaillé plutôt pour de la sensibilisation à l'environnement, au paysage, avec des enfants, dans des ateliers Montessori, des choses comme ça, pendant 2 ans. Et puis après j'ai commencé à faire des projets pour les particuliers, les entreprises, de plus en plus. Et j'ai finalement créé ma société il y a 4 ans. Okay. En déposant la marque qui était Lily Garden. Lily Garden, on donnera les références à la fin de l'épisode et dans le descriptif. Et donc tout le panel de tes missions, si je reprends du début d'un projet jusqu'à la fin, est-ce que tu peux nous lister un petit peu toutes tes missions au quotidien ? Alors au quotidien, il y a le panel c'est de la conception, c'est la conception de l'espace. D'abord, je vais commencer par faire une analyse du site. Et un diagnostic et essayer de voir comment on peut améliorer ce qui est existant. Et puis après, il y a la conception du projet avec plutôt la transformation, l'aménagement, la façon dont on peut le faire vivre, la rencontre avec les clients et tout ça. Et puis donc après, il y a la phase de réalisation, le chantier, qui peut se dérouler sur pas mal de temps et avec différents corps de métier qui interviennent. Et puis après, il y a le suivi du projet au fil du temps. Et voilà. Après, il peut m'arriver que les gens me contactent uniquement pour faire une étude végétale et sur un aménagement existant, venir apporter des plantes. Mais dans la plupart du temps, c'est une conception qui est complète avec l'aménagement, le design et tout ça. Je voudrais juste revenir sur ce que tu disais au début. Tu étais scénographe. J'imagine que dans l'univers dans lequel tu travailles aujourd'hui, ça a aussi un sens d'être scénographe aussi pour des espaces verts. Mais oui. C'est quoi juste la différence en fait entre les deux métiers ? Moi, je trouve que c'est la dimension vivante. En fait, dans les deux cas, on transforme un espace, on va raconter une histoire par rapport à l'espace existant. Il y avait une dimension qui était éphémère avec la scéno. Et là, je trouve j'ai une dimension qui est pérenne. On sait que d'année en année, le projet, s'il est bien entretenu, il va être de plus en plus beau, de plus en plus vivant, avoir un intérêt aussi en tant qu'écosystème. Donc, c'est surtout ça la démarche qui m'a plu, oui. Ouais, donc les scénographes, c'est plutôt pour un projet précis à un moment donné. Notamment, je pense aux villes, des fois, qui font des espaces l'été pour, je sais pas moi, les familles ou les enfants, c'est vrai que ça ou les peut touristes. Oui. Et alors que ça peut être aussi de la muséographie, ça peut être, mais c'est vrai que c'est un moment donné, un espace. Le jardin, c'est un espace qui est fait pour durer toujours. Ouais, on espère. Oui, c'est ça. Alors, j'aimerais comprendre comment tu répartis un peu ton temps. En plus, tu es indépendante, donc j'imagine que tu fais encore plus de choses dans ta semaine. C'est sûr que j'ai une partie administrative qui est importante. Voilà. Mais alors, c'est pas facile parce que selon les moments, ça varie. Et puis, même selon les années, je pense que c'est pas exactement pareil et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un équilibre, que la conception, ça doit m'occuper à peu près 20% de mon temps, même si c'est ce que je préfère. Il y a aussi toute une partie qui est le relationnel, l'administratif, répondre aux clients, faire des devis, suivre les chantiers, ça c'est chouette aussi. Et donc ça s'équilibre plutôt bien. Je pense que c'est un équilibre, oui, et je dois avoir pour à peu près 1/5 de mon temps sur chaque poste. Et comment tu organises ta semaine du coup ? C'est-à-dire que tu te dis ce matin, je fais que ça pendant toute la matinée. Et puis, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Et le mardi, c'est le jour où je vais sur les chantiers, non ? Non, après, ça, c'est dans mon caractère. Je pense qu'il y a des gens qui, effectivement, se donnent... Non, je fais un peu par priorité, moi, en fait. Je me dis, en général, voilà, la première des choses, c'est la conception. Et je donne le maximum de mon temps pour la conception. Ensuite, je sais que malgré tout, il faut absolument que je réponde à ça, qu'il y a tel devis qu'il faut que je fasse. Je liste un peu tout ce que je dois faire sur une semaine et je fais par ordre de priorité ce qu'il faut que je
je fasse en me disant, bon, il y a au moins 1 ou 2 ou 3 journées cette semaine que je vais consacrer à tel projet et il n'y aura pas plus d'1 heure que, voilà, si j'ai un projet, je lui donne la priorité en gardant une petite partie de temps pour ce qui va être très important. Et puis au moment où je vais avoir plus de temps, je vais me dire, là, c'est le moment de faire de la communication, par exemple, aller sur les projets que j'ai faits, prendre des photos, les communiquer, voilà. Je fais un petit peu par priorité, en me disant, bon, là j'ai le temps pour faire ça, je le fais. Et puis. Et combien de projets tu peux suivre en même temps? J'ai souvent 4 projets. C'est assez souvent que je vais avoir 4 projets en même temps. En fait, un projet qui est en cours de conception, 1 ou 2 projets à certaines saisons qui sont en réalisation. Et puis après, par contre, des gens qui me demandent de venir pour les rencontrer, pour leur expliquer ce que je fais, ma démarche, tout ça. Ça, c'est le tout premier rendez-vous. Et donc, oui, souvent, j'ai quand même 3-4 projets en tête. Voilà. Ouais, parce qu'après, tu peux pas plus, donc ça t'arrive éventuellement de refuser des projets. Ouais, voilà. Non, je demande d'attendre, mais c'est vrai que du coup, je sais qu'il y a des gens que je vais perdre parce qu'il va y avoir de l'attente. Mais bon, dans la plupart des cas, ils attendent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement alors j'ai envie de te dire de l'endroit où tu travailles, mais j'imagine que comme tu te déplaces, tu ne travailles pas forcément tout le temps au même endroit, mais sinon tu travailles de chez toi, c'est ça? Alors oui, c'est ça, je travaille de chez moi, des fois sur la terrasse, à mon bureau, un peu partout chez moi, avec mes bouquins, avec l'ordinateur. Voilà, j'aime bien me déplacer. Après, je travaille chez les clients, effectivement. Alors il y a D'abord, il y a un premier rendez-vous où je vais les rencontrer, où je découvre l'espace, où je les découvre aussi, leurs goûts, leurs envies. On essaye de deviner un peu comment on pourrait imaginer un lieu qui leur ressemble, Après, il va y avoir un deuxième rendez-vous où je retourne chez les gens et là, c'est plus prendre les cotes, un côté plus technique, faire un diagnostic de l'espace, voir comment on peut l'améliorer plus techniquement. Voilà, après je me déplace à vélo, il y a Paris, les balades, les promenades pour aller chez les gens. Et quand tu fais la conception, il y a une partie, j'imagine, où tu poses quand même sur le papier. Alors, est-ce que c'est vraiment du papier ou pas? Tu vas me le dire. Justement, est-ce que tu es plutôt alors ça démarre papier, quand même sur le papier. Quand je rencontre les gens, je note sur le papier ce qu'ils me disent. Voilà, Ensuite, quand je retourne chez eux, il faut faire un plan. Donc là, tout le relevé, il va se faire aussi sur papier. Et après, il y a une phase où, sur l'ordinateur, je vais dessiner, justement, refaire le plan à l'échelle, prendre toutes les cotes et me remettre en tête tout ce que je me suis dit d'important sur l'analyse du site, le diagnostic. Donc tout ça, c'est plutôt sur l'ordinateur avec un bout de papier à côté pour me noter des choses. Et tu utilises un logiciel spécifique? Alors c'est SketchUp, qui est un logiciel Google qui est gratuit. Alors à la base, au début, j'utilisais AutoCAD. Après, il s'est avéré qu'AutoCAD, c'est très bien pour la précision, mais c'est lourd. Alors que sur SketchUp, je peux aller très très vite, faire un plan à l'échelle quand même de qualité et passer surtout très vite en volume, ce qui va me permettre d'avoir vite une maquette. C'est en 3D? C'est en 3D. Ok. Mais c'est de la 3D très facile, quoi. C'est pas de la 3D complexe. Donc ça permet de monter rapidement des volumes et de voir en noir et blanc, comme une maquette en carton, en fait, un peu ce qu'on a envie de faire et comment on va composer son espace avec les hauteurs, voilà. Et puis après ça, donc je vais leur dire, voilà, je vais envoyer d'abord ce premier projet aux clients. Alors ça concerne les particuliers plus que les entreprises, parce qu'en fait les entreprises ont souvent moins envie d'aller dans le détail du projet. Elles veulent plus rapidement. Oui, en fait, je passe plus rapidement sur des choses. Les projets sont souvent plus rapides en fait, parce qu'il y a une question de budget qui va être plus essentielle. Et puis le calendrier aussi, j'imagine. Et le calendrier, c'est un hôtel. Un hôtel, il faut aller très très vite, tout ça. Ouais. Donc là, du coup, c'est vraiment, faut aller très vite et proposer des choses qui vous correspondent pile aux saisons. On ne peut pas leur dire, on va attendre 6 mois pour que telle plante soit disponible ou tout ça. Donc voilà, on est plus sur un calendrier. Mais donc oui, pour les particuliers, je leur envoie d'abord cette première esquisse et puis ensuite, une fois qu'on est OK sur les grands principes et Ils te font des allers-retours en fait. Ouais, Ils te voilà. disent, Après, on ça, en discute, on échange. Ils vont me dire, là, par exemple, on a vu qu'il y avait des chemins, c'est chouette. Mais nous, on a envie d'avoir des chaises.
pouvoir disposer des choses. Donc là, du coup, on se dit, bon, bah, alors on va élargir un petit peu par endroit, ce sera un peu plus qu'un tout petit cheminement. Ça, je sais pas, je pense que c'est la discussion que j'ai eue il y a quelques jours là, avec quelqu'un. Donc voilà, ça c'est pour les grands principes. Et puis après, viennent les plantes, toute la palette végétale, les envies. Donc ça, je me suis imprégnée avant, en général, d'images. Et puis je leur ai envoyé aussi des images d'ambiance, d'écosystème, en fait, finalement, de se dire, bah là, je verrais bien, on est dans un espace qui va être très exposé au vent, très aride, donc on va partir sur tel type de végétaux, plutôt, ça va être plutôt des graminées, des choses qui vont pouvoir supporter ces conditions-là, ou au contraire, on est dans un espace hyper abrité, très humide, ce ne sera pas du tout les mêmes plantes. Donc je vais commencer par communiquer aussi sur ça. Et après, si on est OK sur l'ambiance, à ce moment-là, je redessine sur l'iPad les vues en 3D et je dessine les végétaux. Et je n'était pas dans la première version, du coup. Non, ce ne sera pas du tout présent dans la première version. La première version, c'est... Alors, j'ai envie de dire, c'est la première esquisse, c'est plus grossier, entre guillemets, il n'y a pas les détails. C'est comme une maquette en carton, c'est se dire, les grands volumes, ça va être ça, les grandes idées, c'est ça, les circulations, c'est ça, voilà. Ok. Alors que la deuxième étape, tu rajoutes du coup le végétal. Voilà, c'est des strates en fait qui viennent se dire là ça va être une végétation basse, ça va être de plus en plus haut. Ici c'est très graminé, très flou. Par contre ici c'est plus structuré. J'ai tel arbre, il sera beau à cet emplacement-là parce qu'il va ombrager, parce que. Oui, et puis tu dessines. Donc on rentre dans le détail en fait avec le dessin. Et tu dessines en plus pas forcément la tête que ça aura quand ce sera planté, mais plutôt peut-être, je sais pas moi, 6 mois ce dont après. on a envie, même des fois, c'est 3, 4 ans, 5 ans après. Tout dépend. Après, moi, je vais me dire... Si on parle d'un arbre, pour un arbre, je vais me dire, j'ai envie qu'il soit comme ça. Alors après, on peut l'acheter très grand et tout ça, mais c'est une histoire de budget, donc souvent, on va le prendre plus petit, et puis c'est 4, 5 ans plus tard, mais pour un jardin, 4, 5 ans plus tard, c'est pas grave. Enfin, pour un arbre, quoi. Puis il faut se projeter aussi. Oui, pour pas avoir de mauvaises surprises. Tiens, je pensais avoir de l'ombre ici, j'en ai pas. Pas tout de suite. Donc c'est vrai que ça, c'est des trucs qui sont possibles, par exemple, pour les particuliers, mais qui, pour les entreprises, il vaut mieux être rapidement dans... S'ils ont besoin d'ombre à un endroit, c'est pas dans 4-5 ans. Quoi. Oui, il faut pas dire à leurs clients d'attendre. C'est hyper intéressant. Et du coup, tu as ce deuxième plan... Sur l'iPad, toujours le même logiciel ou c'est un... Alors non, du coup, c'est... ça pourrait être sur le... En fait, il y a eu un moment, c'était sur le... Je l'ai fait sur Photoshop, mais là, je prends le... Je sais plus. C'est le logiciel de dessin d'iPad... Enfin, de classique, base, classique. Okay. J'ai un trou sur le nom. Mais, et donc là, tu peux même choisir tes petites plantes, tu peux dire... non, je dessine tout. Oui, tu dessines. Non, je le dessine. Alors, je pourrais... Il y a eu un moment aussi où et je peux le faire aussi si j'ai besoin de couleurs ou de choses comme ça. Je peux travailler sur Photoshop. Et là, effectivement, sur Photoshop, je m'étais enregistré plein d'arbres. Là, c'est plus du collage photo. Il y avait plein d'arbres, de vivaces, de trucs que j'avais, des fleurs que j'aime bien, tout ça que j'avais enregistré, qui étaient détourés et que je peux coller aussi. Et par accumulation, on arrive à créer une ambiance, une ambiance comme un peu un côté un peu de collage photo voilà. C'est les deux méthodes possibles, mais c'est vrai que là au début j'étais vraiment plus sur Photoshop et en collage photo, et là maintenant je suis vraiment beaucoup plus sur le dessin parce que ça me donne plus de liberté, je trouve. Et puis ça va plus vite en fait, et oui, il y a plus de liberté. Oui, bien sûr. Une fois que vous avez validé, du coup, le plan, comment ça se passe ? Alors, ça dépend de la saison, ça dépend. Dans l'idéal, c'est de le faire à l'avance. Et après, dans l'idéal, les arbres, on les plante en hiver et les vivaces, c'est plutôt au printemps. Après, tout dépend aussi de ce qu'on met en place, si c'est un jardin ou une terrasse. Si c'est un jardin, on va avoir moins souvent l'arrosage automatique. Moi, je le déconseille. Du coup, c'est bien de respecter les saisons. Quand c'est une terrasse, on met pratiquement systématiquement l'arrosage automatique parce qu'il faut qu'il y ait un arrosage régulier. Les bacs vont beaucoup plus rapidement s'assécher, donc ça peut beaucoup plus rapidement poser des problèmes. Donc du coup, quand on est sur une terrasse, on peut faire un peu les plantations quand on veut. Les questions sont moins... on va, de toute façon, on prendra rarement des arbres à racines nues. Voilà, les contraintes de temps sont moins fortes. Ok.
Et du coup, donc toi, tu vas être là dès le début du chantier. Ah oui, alors après, je vais être là au lancement du projet. Et puis après, je vais revenir, mais ça aussi, tout dépend du chantier. S'il y a une grande phase de préparation, si des fois, il peut y avoir d'abord du gros œuvre, des gens qui viennent pour enlever l'existant ou le stocker. Ouais, bien sûr. Enfin, c'est très différent selon les projets. Bon, je vais intervenir un petit peu aux premières phases. Normalement, s'il n'y a pas de problème particulier, j'ai pas besoin d'y passer plus d'1 ou 2 fois. Après, quand on démarre sur la réalisation, qu'on met les plantes et tout ça, là, j'ai envie de passer tous les jours en général pour voir. C'est vrai. Bah oui, parce que c'est vrai que on fait un plan de plantation et puis en fait, quand on voit les végétaux, on a envie de les déplacer. Tu fais toi-même du coup des fois Alors sur la plantation, des fois je donne un coup de main, oui, à la fin, quand on est si on est un peu charrette, tout ça, j'aime bien. Ouais. Mais de toute façon, sinon j'aime bien placer les plantes de plantation. En général, je les fais et puis après je les change beaucoup sur le terrain. Ouais. Et du coup, quels sont les différents corps de métier qui vont intervenir sur ce type de chantier ? Alors, il va y avoir d'abord il peut y avoir des maçons, des entreprises de bâtiments qui vont intervenir au tout début. Ensuite, il y a la menuiserie qui intervient en général après. Il peut y avoir les serruriers aussi qui vont faire toutes les parties métal. Voilà, tout ce qui peut être porche, treilles, choses comme ça. Et puis après, jardiniers, paysagistes qui viennent faire les plantations et préparer le terrain d'abord. Il y a toute une partie de travail de la terre et du substrat, et puis après les plantations. Il y a de la taille aussi. En fait, j'ai dit première partie. On va, avant même qu'intervienne la partie gros œuvre, on va souvent avoir le jardinier qui passe, qui taille énormément. Des fois, on va prendre des arbres, les mettre en réserve pour pouvoir les remettre après. Ah oui. Donc ça, c'est des trucs qui se font en hiver, par exemple. C'est super, on ne peut pas faire ça à un autre moment. Donc si j'ai un gros chantier, que je sais qu'on a des arbres qu'il faut enlever, garder de côté, remettre après, alors là, il faut vraiment qu'on intervienne pendant l'hiver, absolument, et que tout soit fini avant le début du printemps. Comment est-ce que tu mets un arbre en réserve ? Comment ça se passe ? On le met dans un pot. Alors c'est un arbre, c'est pas des arbres énormes, c'est des jardins, donc voilà. Ouais. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un énorme pot, une grosse poubelle, et puis on récupère on fait la motte la plus grosse possible. Ou on peut mettre aussi de la toile de jute, des choses comme ça. Faire la motte la plus grosse possible, et puis sur le garder quel type en d'arbre, hiver. Par exemple. On l'a fait sur des érables là, dernièrement, parce que ça ne prend pas sur des cornouillers, sur. En fait, je dis des arbres, c'est des grands arbustes, mais qui peuvent quand même faire 4 mètres de haut. Ok. Donc, tu as pas mal de professionnels quand même, en fait, qui interviennent sur un chantier comme celui-ci. Oui, en général, c'est les mêmes, sauf quand les gens... Tu travailles avec les mêmes, c'est ça ? Oui, qui sont des amis, des gens conscients, en qui j'ai une pleine confiance, c'est super important. Puis ça rend les chantiers agréables aussi. Oui, tu m'étonnes. Et j'imagine que c'est pas une question facile, mais combien de temps un chantier peut durer ? J'imagine bien sûr, ça dépend de la taille. Plus long, ça peut durer presque 1 an. Ok. Voilà. Pour moi, après il y a des chantiers beaucoup plus longs pour d'autres, mais pour moi les très longs chantiers, c'est 1 an, et après des fois ça dure 3 jours, 3-4 jours. Enfin non, parce qu'il y a toujours la conception. Donc si je compte et puis tout dépend le temps aussi qui va s'écouler, le temps de vide des fois, ou parce que justement il y a plusieurs chantiers où c'est pas le bon moment et tout ça. Pour moi, la conception du projet, c'est 1 semaine pour les grandes idées, les principes et tout ça. Après, souvent il y a 2-3 semaines avant que j'ai tous les devis, les prix et tout ça. Donc déjà il y a 1 mois qui va s'écouler. Au plus court, il y a souvent 1 mois qui va s'écouler entre le moment où je démarre les dessins et où le moment où on arrive à connaître le prix et tout ça. Bien sûr. Et puis après, au niveau réalisation, si c'est que de la plantation, c'est rare, mais ça peut être fait en 3 jours. Et si on fait tout, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus étalé dans le temps. C'est vraiment... 3 jours, ça paraît très court quand même. Si c'est uniquement, on a des plantations, l'espace est fait, c'est un jardin, on veut faire un très joli massif, amener amener plein de plantes, là... vraiment en réalisation, le chantier il peut durer 2-3 jours.
Et on n'en a pas parlé, mais tu travailles aussi, j'imagine, avec des fournisseurs pour toutes ces plantes. Ouais, voilà, il y a les pépinières. Voilà, c'est ça. C'est super important, oui. Alors, j'essaie de travailler avec des pépinières locales. Donc, local, c'est Île-de-France. Voilà, Île-de-France ou les départements limitrophes, pas trop loin. Donc, en pépinière locale, il y a pour les arbustes. Je sais pas si je vais peut-être pas citer le nom des. Enfin, si je peux vous dire. Il y a par exemple Châtelain qui va être une pépinière qui va être spécialisée en arbres fruitiers. Je fais appel à eux beaucoup. Orme de Montferrat quand c'est des érables, des choses comme ça. Parce que c'est pareil, ils sont en Île-de-France, ils produisent pas mal de plantes de terre de bruyère. Et voilà. Et puis après, il y a toutes les pépinières de vivaces. Alors ça, c'est chouette, des pépinières. Qui sont ou à Angers ou dans l'Oise et qui, elles, vont produire toutes les herbes, les graminées, des plantes qui ont été un peu abandonnées pendant un moment et puis qui reviennent beaucoup. Et puis qui vont permettre d'avoir plein de floraisons, plein de volumes. Tu vas les voir, j'imagine, tu leur rends visite de temps en temps. Oui, voilà, j'adore aller dans les pépinières pour choisir les végétaux, aller les chercher, discuter avec eux. C'est hyper important aussi leurs conseils sur les. Alors, pour les vivaces, selon les saisons, c'est pareil, il y a des choses qui sont disponibles, plus disponibles. Ils vont nous dire mais là vous pouvez faire un semis, ça va marcher, ou surtout non, ça marchera pas. Attendez, tant pis, il va falloir attendre 6 mois, mais on les aura un peu plus tard. Et bon, voilà, oui, c'est hyper important et c'est agréable de travailler avec les pépinières productrices. Voilà, plus qu'avec les revendeurs. Donc j'essaye d'éviter les revendeurs et puis d'aller chez les producteurs. Ouais, j'imagine. Et tu parlais d'un suivi. Donc une fois que ça y est, t'as conçu le jardin, il a pris forme et tes clients sont contents. C'est un jardin, c'est du vivant, donc ça ne s'arrête pas là. Ça va vivre, ça va grandir. Toi, j'imagine que tu donnes aussi des conseils pour... Oui, voilà. Alors tout de suite après, je donne des conseils d'entretien, ça par écrit, de toute façon à ce qui est vraiment une trace et puis savoir tout ce qui est possible. Je peux conseiller aussi des gens qui vont venir là vraiment s'ils veulent un entretien tous les mois, par exemple, à trouver quelqu'un qui puisse venir tous les mois et puis faire ce qu'on s'est fixé, continuer à l'entretenir comme j'ai envie, et donc de la façon la plus naturelle possible, parce que je trouve que c'est aussi chouette de voir l'écosystème se développer de façon naturelle. Et puis après, j'aime bien revenir 6 mois après, quand les plantes ont commencé à pousser un peu. 1 an après, c'est chouette, voilà. Et puis j'essaye de revenir régulièrement, de prendre des photos, même 2-3 ans. On voit que les gens se sont emparés des lieux, je sais pas, on taille d'une certaine façon. Donc c'est un lieu pour vivre, hein, c'est pas un lieu pour juste regarder. Donc, c'est ça qui est important. En allant sur ton site, j'ai vu un peu donc, toutes les étapes que tu nous as décrites et j'ai vu des mots que je ne comprenais pas et donc tout de suite ça m'a intriguée. Notamment, tu disais, donc on en a parlé au début, des plans, donc tu fais des plans d'implantation et des plans de plantation. Donc ça, si j'ai bien compris, implantation, c'est vraiment... C'est le principe, c'est ça. Le plan d'implantation, c'est vraiment de se dire les grands principes, ce qu'on va construire. Ici, ça va être un coin repas, ici, ça va être le coin salon. Donc c'est le premier schéma, un peu le premier plan que tu as posé. Voilà, c'est ça. Ça va se faire par rapport aux circulations, par rapport aux envies. Est-ce qu'ils ont des enfants qui vont avoir envie de jouer, comment on peut faire un espace jeu mais qui évolue dans le temps et qui après reste un espace joli et puisse devenir par exemple une pergola. Il y a eu un projet là dernièrement où on a fait toute une pergola en métal qui servait d'agrès tout de suite là pour les enfants, ils peuvent grimper dessus, faire plein de trucs. Après il y a des plantes qui poussent dessus et ce sera une pergola pour d'autres choses, ou une cabane qui peut se transformer. Enfin oui, tous les espaces, j'essaye de les concevoir de façon à ce qu'ils évoluent et ce que le végétal vienne les envahir aussi rapidement. Et donc le plan de plantation, lui, c'est avec les plantes, c'est le deuxième plan. Là c'est le détail, c'est se dire alors ici, et puis alors ça va fonctionner avec des strates différentes. Il va y avoir ici, je vais commencer par placer les grands volumes, les arbres, après les arbustes, après une strate un peu intermédiaire avec des choses qui vont faire 1 mètre de haut à peu près. Et puis après il y a tous les couvre-sols que j'adore aussi, qui vont permettre de protéger le sol, d'avoir une vie vraiment, et de pas avoir de la terre nue qui va s'appauvrir avec le temps. Mais au contraire, avoir un espace complètement vert et vivant.
le plus j'imagine possible. aussi tout ça permet la biodiversité un C'est ça. maximum. Du coup, ça va permettre d'avoir une terre qui est vivante. Même sur des terrasses, on peut avoir des vers de terre, un sol couvert, composter un petit coin, et garder un sol qui est vivant et qui ne va pas s'appauvrir et être lessivé au fil des pluies et des passages. Et j'imagine que ça, dans tous tes plans, donc tu disais, tu prends en compte déjà le climat, mais bon, tu es quand même essentiellement dans des régions assez proches, mais tu disais aussi des conditions météo. Là, par exemple, on est sur une terrasse en hauteur. Voilà, tu c'est prends pas du tout tout ça en compte oui, dans tes complètement. plans, Faire une terrasse, c'est très exposé au vent. Du coup, c'est sec. Du coup, il y a pas mal de plantes de montagne qui vont bien se plaire. Hein. Alors que dans un jardin, on n'est pas du tout sur les mêmes contraintes. Et si le jardin il est encaissé et qu'il y a une partie qui est un peu en pente et tout ça, on peut avoir des plantes de milieu humide, que je m'amuserais pas, que je pourrais pas utiliser ici, à moins j'ai un petit bassin. Donc là, du coup, et l'exposition dans le aussi bassin, au soleil, j'imagine, non? Oui, l'exposition au soleil est hyper importante aussi, bien sûr. Oui. Et dernier terme que tu utilisais, c'était les planches d'ambiance. Donc ça, c'est quand tu envoies c'est un peu un mood board, j'imagine. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est se dire au niveau végétal et aussi architecture, en fait, et aussi design. Ouais. Ça correspond bien à ce que j'imagine par rapport à votre espace, par rapport... je sais pas, on est dans un jardin et puis une ambiance très ombragée. Il va y avoir un type de plante qui va être utilisable, des gros feuillages, des choses, ou au contraire. Donc je vais leur envoyer, ça peut être à la fois des écosystèmes, des milieux naturels, se dire finalement pour une terrasse, on est... Ça me fait penser à tel espace hyper exposé au vent, de dunes, je sais pas quoi. Et puis, voilà. Donc je vais leur envoyer à la fois, ça peut être ou des images d'ambiance d'architecture qui me paraissent bien correspondre au niveau fonctionnel, ou des images d'ambiance de milieu naturel qui, eux, correspondent bien au niveau d'écosystème, de l'exposition, C'est pour aider à se projeter, en fait. Et qu'après, oui, voilà, et être sûr que moi, la projection aussi, ce que j'ai imaginé de leur espace correspond. Et des fois, il va y avoir des retours sur des goûts. Ah bah oui, ça, j'aime bien, mais par contre, ça permet aussi de mieux comprendre les goûts de la personne en face. Et après, il y a le goût et ce qui est possible de faire. Voilà. Et il y a, oui, et on peut adapter les deux. Et tu parlais des saisons, et j'aimerais bien y revenir aussi un petit peu. Donc, tu parlais des arbres qu'on enlevait surtout l'hiver pour les replanter ensuite. Et donc toi, avec les échelles de temps que tu nous as données, y a des clients, tu vas leur dire on va commencer le projet plutôt à telle date parce qu'en fait là on va pas pouvoir commencer votre jardin en plein milieu du mois juillet ou d'août parce que... Oui, alors de toute façon juillet-août on fait quasiment rien, ou on va faire de la menuiserie, mais on fait pas de plantation en juillet-août. Et puis oui, selon les projets, selon ce qu'il faut faire, je vais leur dire là c'est vraiment un projet à faire en hiver, ou au contraire si c'est un jardin de vivaces, qu'ils ont envie de plus d'herbes folles, de fleurs, et qu'il n'y a pas de gros sujets structurels, là vaut mieux le faire au printemps parce qu'on aura en tout début de printemps plein de choses qui seront disponibles. Et voilà, donc oui, les projets sont pas, je fais pas les mêmes projets et ça peut arriver, je sais pas si quelqu'un a envie d'une plante méditerranéenne, de se dire là on peut le faire en été, en début d'été, c'est pas gênant, voilà. Et ça veut quand même dire que toi, ton calendrier de travail est aussi impacté par ces saisons et oui, que tu prends peut-être plus tes vacances en hiver ou en été, comme tu vas me dire, en plus, comme la plupart des Ouais, voilà. Alors France, je sais que je peux partir au mois d'août, que les gens vont... Sauf qu'il y a quand même qu'en général, il faut que je sois bien avancée sur les projets qui vont démarrer en septembre. Mais voilà. Et c'est vrai que la saison la plus calme, c'est janvier-février. Ok. En général, pour moi... alors, t'en profites soit pour être en vacances ou faire des... Je fais un peu de communication. Voilà, en fait. C'est la période où, en général, je me dis, alors je reprends toutes mes photos, je vais communiquer, je vais réfléchir. Voilà. J'aimerais bien passer donc à la dernière partie de cet épisode, plutôt sur l'image de ton métier. C'est une question que je pose assez souvent. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois, quelqu'un qui ne te connaît pas, qui n'est pas forcément dans ton univers de métier. Il te demande ce que tu fais dans la vie, tu lui dis que tu es paysagiste. C'est quoi la réaction la plus commune que tu entends en retour ?
En général, c'est positif. En général, enfin, je pense que depuis un moment, en tout cas, c'est devenu... j'ai plutôt des retours, ça doit être chouette et tout ça. Mais c'est vrai qu'après, quand on discute, les gens me voient beaucoup sur le terrain, les mains dans la terre, en train de jardiner. C'est moi ce qui me faisait rêver aussi quand je suis allée vers cette profession. Alors que réellement, il y a toute une partie conception qui est chouette, mais qui est à l'ordinateur, sur du papier, avec un crayon, à lire des bouquins, à une partie d'observation aussi, je sais pas, simplement des fois en se baladant aussi, on est en train de... Mais c'est de la conception et c'est pas tant du jardinage. Oui, on confond les deux en fait. Bah Est-ce que les gens ne confondent pas jardinier et paysagiste? Et alors, ce qui est une profession qui existe et tout ça, mais c'est vrai que je suis plus... Je suis plus dans la conception que dans la réalisation des projets. Je suis la réalisation des projets, je fais du suivi de chantier, mais je jardine occasionnellement. Et tu ne passes pas tout ton temps dehors non plus? Non, j'adore être dehors et j'adore le paysage et tout ça. Mais c'est vrai que je travaille à mon bureau beaucoup. Ouais. Il faut. Et est-ce que si on ne te demande pas, je me posais la question, est-ce que... souvent, on est notre métier, on ne peut pas fermer l'ordinateur et se dire c'est bon, je déconnecte mon cerveau complètement. Mais j'imagine que même le week-end, tu te balades. C'est ça, mais ça, c'est génial. Oui. Tu vas chez des gens, tu es invité chez des amis. Alors, est-ce qu'on te demande aussi des avis par-ci, par-là? Des fois, non, ça dépend. Mais en tout cas, j'aime bien. Et en fait, on apprend tout le temps en observant les végétaux. Enfin, c'est vrai qu'en faisant une balade, très facilement, on se dit « Ah ouais, ça c'est bien. J'aime bien ce mélange de fougères avec les carex, ou des choses qu'on voit comme ça en se promenant et on se dit « Ah, ça marche bien, c'est joli. » Voilà. Et c'est vrai que chez les gens, souvent, c'est sympa, surtout les potagers. Moi, il y a un potager là devant chez moi qui me fait complètement rêver, des gens, un couple qui s'est mis à jardiner dans la rue devant chez eux. Ils ont commencé par une petite parcelle et en fait tous les ans la mairie agrandit leur espace parce que c'est vraiment génial. Et tous les matins quand je sors et que je vois tout ce qu'ils font au niveau potager, c'est super intéressant. Ils ont le compost qui est au milieu de l'espace et qui redistribue, c'est un travail inlassable, c'est un énorme travail aussi au niveau temps. Mais c'est chouette de voir ce que les gens font comme ça. Ouais. Et toi, j'imagine que en réponse, quand tu vas chez des gens, tu ne donnes pas un avis comme ça sur les espaces, notamment là, je pense des particuliers. J'essaie de donner des idées. Si on me demande des idées, je dis j'aimerais bien ça et tout ça, mais c'est vrai que oui, des fois, on a l'impression que finalement que il y a un grand décalage entre un jardin comme ça, spontané, et quand on commence à concevoir, effectivement, on se crée sa propre histoire. Donc, quand je vois l'histoire de gens, d'amis, de trucs, c'est chouette aussi, en fait. J'ai pas forcément mon histoire. Si on m'a pas demandé, j'ai pas à venir rajouter ma propre narration à leur narration. Mais au final, je me demandais, tu vois, sur tous les jardins, non, je parle peut-être plus des particuliers parce que c'est plus simple, mais on est loin d'être beaucoup à avoir un espace bien aménagé, construit. Il y en a, c'est vraiment très nature, quoi, entre guillemets. Ils ont laissé faire la nature. Ouais. Et c'est pas forcément pensé avec, tu vois. Mais moi, je suis fan. Ma terrasse, j'ai pas beaucoup de temps pour l'entretenir. Et j'aime bien voir des mauvaises herbes qui poussent à droite, à gauche. Et je trouve que la nature... c'est aussi le grand changement par rapport à la conception des jardins telle qu'elle était faite avant. C'est de plus en plus, on se rend compte que l'homme a complètement artificialisé tout. Et du coup, laisser un peu d'espace pour la nature en ville. Et pour la nature en général, c'est quand même important. Donc, je trouve ça... Je conçois les espaces, j'essaye de trouver des espèces adaptées et tout ça. Après, je trouve qu'il faut laisser une part à la spontanéité et à ce qui se passe naturellement. J'adore les jardins de la High Line à New York, qui sont des jardins de plantes avec beaucoup de plantes qui étaient considérées comme des mauvaises herbes il y a peu de temps. Puis même là, ici dans mon jardin, j'ai des euphorbes, j'ai des achillées, des fougères, des trucs qu'on trouve naturellement. Voilà. C'est un beau message pour finir cet épisode. Laissez aussi faire la nature. Ok, merci beaucoup Leslie d'avoir pris le temps de nous expliquer ton métier. Encore une fois, on parle de choses assez visuelles, donc je pense qu'on partagera
aussi des photos de tes réalisations. Super, oui, c'est vrai que c'est bizarre de parler d'image. C'est chouette, c'est un exercice intéressant. Ouais. Et donc, on retrouve tout ton travail sur ton site lilygarden.fr. Oui, exactement. Et voilà, je mettrai le lien sur Instagram et sur le descriptif de l'épisode. Et donc, si on veut faire appel à toi, on va aussi sur ton site et il y a tout ce qu'il faut. Et vous aurez tout en tête sur la façon dont ça se passe. Bon, super, merci beaucoup. J'étais ravie aussi. Merci. Encore merci à Leslie de m'avoir accueillie chez elle et d'avoir partagé son métier avec nous. Vous pouvez retrouver son travail et ses réalisations sur son site lilygarden.fr et sur son compte Instagram lilygarden.paysagiste. Lily, ça s'écrit Lily et garden comme jardin en anglais. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, partagez-le à un ami, à votre sœur ou à un collègue. Prenez juste 2 minutes pour laisser un avis et laissez 5 étoiles sur votre application d'écoute. Cela m'aide énormément à faire découvrir le podcast à de nouvelles personnes. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et voilà, l'épisode de Laura et Leslie est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Si, grâce à cette sélection estivale, vous avez découvert l'excellent travail de Laura avec son podcast Into the Job, n'hésitez pas à vous abonner et à la suivre sur Instagram, ainsi qu'à lui envoyer un petit message pour lui faire part de votre découverte. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et profitez bien.